Salam alaikum. Pour cette vidéo, je vais vous présenter un petit résumé sur les capteurs avec quelques exemples. J'espère que ça va vous aider un petit peu. Définition. Donc, qu'est-ce qu'un capteur? Un capteur est un organe capable d'acquérir une grandeur physique, c'est-à-dire il va mesurer une grandeur physique, information entrante, et de la transformer en une autre grandeur physique, information sortante, très souvent électrique, exploitable par la partie traitée, utilisable. Donc on peut remarquer ici que à l'entrée de notre capteur, on peut présenter des grandeurs physiques à mesurer comme température, présence, déplacement, position, vitesse, force, pression, humidité, luminosité, etc. Le capteur va mesurer cette grandeur pour fournir à la sortie une autre grandeur physique mais exploitable. Pour la partie traitée, souvent on utilise l'énergie ou bien une grandeur électrique. Les caractéristiques d'un capteur. Selon les fabricants, ils ne présentent plusieurs caractéristiques sur leur catalogue, mais l'essentiel, on va donner uniquement l'essentiel. Un capteur peut être caractérisé selon de nombreux critères dont les plus courants sont les suivants. L'étendue de mesure. L'étendue de mesure, c'est la variation possible de la grandeur à mesurer, définie par une valeur minimale et une valeur maximale sans risque de destruction pour le capteur. La sensibilité, paramètre essentiel. Donc, c'est un paramètre qui va exprimer la variation de signal de sortie en fonction de la variation de signal de sortie. S sera égal à delta de signal de sortie sur delta de signal d'entrée. La fidélité, un capteur est dit fidèle s'il délivre en sortie les mêmes résultats pour les mêmes détections, pour les mêmes mesures. Elle caractérise l'influence de vieillissement. Le temps de réponse, c'est le temps de réaction d'un capteur entre la variation de la grandeur physique qu'il mesure et l'instant où l'information est prise en compte par la partie commande. Elle caractérise la rapidité. Tant que le temps de réponse est faible, bien sûr, on dit que le capteur est très rapide. La précision maintenant. La précision d'un capteur. Donc, on peut dire que le capteur est de temps plus exact, plus précis, que les résultats de mesure qu'il indique coïncident avec la valeur que l'on cherche à mesurer, c'est-à-dire coïncident avec les valeurs vraies. Donc, pour la précision, ça doit tendre vers une valeur très faible pour que la valeur mesurée soit exacte. Les types de capteurs maintenant. En fonction de la caractéristique électrique de la grandeur de sortie, on peut classer les capteurs en deux grandes familles, les capteurs passifs et les capteurs actifs. Donc les capteurs passifs, on parle d'un capteur passif, ou bien le capteur passif se comporte comme un dipôle passif, comme une impédance qui peut être soit résistive, capacitive ou bien inductive. Bien sûr, lorsque le capteur se comporte comme une impédance, il faut lui appliquer une tension pour obtenir un signal de sortie. Donc, il faut l'alimenter. Par contre, je peux donner des exemples. Jauge de contrainte. Donc, pour la jauge de contrainte, c'est un capteur qui capte la force et l'image, ça va être une résistance. La thermistance, un capteur de température, elle capte la température et à la sortie, il nous donne une résistance. La photorésistance aussi, c'est un capteur de lumière, la lumière qui sera traduite vers une résistance et on peut trouver d'autres. Pour le capteur actif maintenant, le capteur actif se comporte en sortie comme un générateur électrique qui peut fournir une tension, un courant ou une charge électrique et n'a pas besoin d'être alimenté. Donc, comme exemple, thermocouple. Pour le thermocouple, c'est un capteur de température qui capte la température et à la sortie, il nous donne une force électromotrice, une tension, image. Pour la dynamo tachymétrique, c'est un capteur de vitesse. Elle capte la vitesse et donne une tension à la sortie. Pour la photodiode, c'est un capteur de lumière qui capte la lumière et génère un courant à la sortie. Nature de l'information fournie par un capteur qui va nous donner aussi les trois grandeurs ou bien les trois
natures d'un capteur, les trois types d'un capteur. Suivant son type, l'information qu'un capteur fournit à la partie commande de système peut être logique. L'information ne peut prendre que deux valeurs, 1 ou 0. On parle d'un capteur tout ou rien ou bien des capteurs TOR. Donc ici, l'information à la sortie, soit qu'elle est égale à 1, logique, soit qu'elle est égale à 0, logique. C'est-à-dire que l'information sera traduite par un interrupteur qui soit fermé, soit ouvert. Exemple, les capteurs de position électromécanique, c'est-à-dire les capteurs à contact, les détecteurs de proximité inductifs, capacitifs, magnétiques, les photoélectriques, ce sont les capteurs tout ou rien sans contact. Analogique cette fois, l'information peut prendre toutes les valeurs possibles. Il y a une continuité pour l'information analogique entre deux certaines valeurs limites, bien sûr, valeur minimale et valeur maximale. On parle alors d'un capteur analogique. Pour les capteurs analogiques, les points ils sont reliés par des équations mathématiques. Exemple, le capteur de température, de pression, niveau, débit, force et d'autres. Numérique cette fois. L'information est un nombre binaire sur n bits. On parle d'un capteur numérique. Le signal de sortie peut être récupéré soit en série, soit en parallèle. Pour les capteurs numériques, on parle aussi d'un codeur, un codeur numérique, puisque l'information sera codée sur un nombre binaire sur n bits. Pour les grandeurs numériques, il y a plusieurs points, mais les points, il n'y a pas une continuité entre les points. Les points sont repérés par des coordonnées, soit soit le nombre, un seul nombre nx, on travaille avec une seule dimension, ou bien deux nombres nx, ny, si on travaille avec deux dimensions, ou bien nx, ny, nz, si on travaille en 3D, en trois dimensions. Bien sûr, il nous faut cette fois, avec trois dimensions, trois capteurs numériques. Exemple, on trouve les codeurs optiques absolus et incrémentaux. Les différentes technologies du capteur logique TOR. Capteur avec contact ou bien à action mécanique qu'on appelle électromécanique. Ce type de capteur est constitué d'un contact électrique qui s'ouvre ou se ferme lorsque l'objet détecté actionne par contact physique, contact direct, un élément mobile du capteur qu'on appelle dispositif d'attaque. Ici, on a un exemple. Bien sûr, pour l'actigramme de détecteur de position à action mécanique, acquérir l'information sur une position ou la présence d'un objet quelconque, la matière entrante dans position ou présence, la sortie du capteur, c'est un signal logique, soit le 0 logique, soit le 1 logique. Ici, vous avez quelques exemples d'organes de commande, poussoir, poussoir à galet, poussoir à levier à galet, selon le sens du mouvement, selon l'action entre le mobile et l'organe de commande. Donc, pour la schématisation de ce type de capteur, on a un interrupteur et on présente ici en haut l'organe de commande, soit à poussoir, à galet, à levier et d'autres. Capteurs sans contact. Toujours, on parle des capteurs logiques. Capteurs sans contact, qu'on appelle aussi des détecteurs. Ils détectent la présence ou bien la position. Les capteurs sans contact ou de proximité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas contact entre l'élément à détecter et le capteur, détectent à distance et sans contact avec l'objet dont ils contrôlent la position ou la présence. Un contact électrique à l'intérieur, bien sûr, de ce capteur s'ouvre alors ou se ferme en fonction de la présence ou de la non-présence d'un objet dans la zone sensible. C'est-à-dire que les capteurs, elle a une zone sensible. Dès que le mobile ou bien dès que l'élément entre dans la zone sensible, il sera détecté. On trouve principalement les capteurs inductifs pour acquérir une information sur la position ou la présence d'un objet métallique lorsqu'on veut détecter des objets, un objet métallique.
Les capteurs capacitifs pour acquérir une information sur la position ou la présence d'un objet quelconque. Mais au niveau utilisation, elle est un petit peu... euh, c'est difficile au niveau, c'est pas évident comme le capteur inductif. C'est-à-dire lorsque on trouve pas une solution pour capter l'information, on utilise le capteur capacitif. Les capteurs photoélectriques ou bien les capteurs à distance. Ce sont des capteurs pour acquérir une information sur la position ou la présence d'un objet quelconque, mais avec une grande distance par rapport aux capteurs inductifs et capacitifs. Les capteurs magnétiques sont aussi utilisés pour acquérir une information sur la position ou la présence d'un objet magnétique. Pour les capteurs magnétiques, on utilise une lame souple, un interrupteur à lame souple qui sera actionné par le déplacement de mobile de l'objet magnétique qui va fermer ou bien ouvrir la lame souple. C'est un interrupteur. On va vous donner maintenant quelques exemples sur les capteurs numériques. Codeur optique incrémental. Pour les codeurs optiques incrémentales à sortie série, c'est-à-dire que l'information qu'on va récupérer, on va la récupérer sur un seul fil. Bien sûr, on va récupérer cette information qu'on va compter. On va utiliser un compteur après pour fournir le nombre binaire qui représente l'information. Donc, les capteurs incrémentaux sont destinés à des applications de positionnement et de contrôle de déplacement. Bien sûr, ils contrôlent pour contrôler la position, le déplacement, la vitesse d'un mobile par comptage des impulsions qu'il délivre. Donc, en sortie, on va délivrer sur un fil des impulsions qu'il faut utiliser, qu'il faut compter par la suite. Donc, ici, vous avez un exemple de codeur incrémental. Donc, un codeur optique rotatif est composé. Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque qu'il va y avoir, ici on a le codeur rotatif. On peut trouver aussi des codeurs linéaires. Ici pour le codeur rotatif, on a un disque, d'accord? Il y a l'axe qui sera solidaire au mobile qui se déplace. Il y a un émetteur optique, émetteur de lumière, qui traverse le disque, traverse la piste de disque vers le récepteur optique. Donc, on a un émetteur de lumière, une LED par exemple, un récepteur photosensible, phototransistor ou photodiode, ici le récepteur, elle reçoit la lumière et fournit un signal électrique. Un disque lié mécaniquement, donc le disque ici, le disque lié mécaniquement par son axe, l'axe ici, au mobile à contrôler. Le disque optique comporte au maximum 3 pistes A, B et Z. Donc le disque ici, il peut comporter 3 pistes au maximum. Je vais donner un exemple avec 3 pistes. Vous avez ici un disque optique avec les 3 pistes. La piste externe ici, la piste A, c'est elle qui va nous fournir le nombre. Donc c'est à travers la piste A qu'on va récupérer les impulsions qu'on va envoyer vers le compteur. La piste B, ici, la piste B, elle est décalée par rapport à la piste A de 1/4 de tour. Et la piste Z, on trouve ici uniquement un seul trou, un seul passage de lumière. D'accord? Donc, pour chaque piste, il va y avoir des obstacles de la lumière et des parties transparentes qui vont laisser passer la lumière et des parties opaques qui vont bloquer la lumière pour obtenir au récepteur le 1 logique et le 0 logique. Les deux pistes A et B sont divisées en n intervalles d'angles égaux alternativement opaques et transparents. Donc, opaque, ça laisse passer la lumière. Opaque bloque la lumière et transparent, ça laisse passer la lumière. La piste B est décalée par rapport à la piste A de 90 degrés, c'est-à-dire le 1/4 de tour, pour permettre de connaître le sens de rotation du codeur, pour permettre à la partie commande, bien sûr toujours, de reconnaître, la partie traitée, de reconnaître le sens de déplacement. Est-ce que le mobile se déplace dans le sens 1 ou bien dans le sens 2? Dans un sens, pendant le franc montant du signal A, le signal B va coïncider avec le niveau logique 0. Ça va donner un sens.
Dans l'autre sens, pendant le front montant du signal A, le signal B va coïncider cette fois avec le 1 logique. Comme ça, la partie traitée va savoir dans quel sens le mobile va tourner, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Donc, ça dépend selon votre cahier de charge. Les caractéristiques de ce codeur incrémental. La résolution, c'est le nombre d'impulsions par tour. Donc la résolution, ça va être n impulsions par tour, n périodes par tour, n points par tour. C'est le nombre d'impulsions qu'on va récupérer sur un tour. La précision, c'est la distance parcourue pour une position. La précision, c'est égal à la distance parcourue pour un tour sur le nombre de points. 360 degrés sur R égale à 360 degrés sur le N. N, c'est le nombre d'intervalles sur le disque. Donc la précision, on peut dire que le capteur est d'autant plus précis que la précision va tendre vers une petite valeur, c'est-à-dire que le nombre N augmente, le nombre de trous ou bien le nombre d'intervalles augmente. Codeur optique absolu maintenant, le deuxième type de codeur optique, capteur numérique, mais cette fois la sortie, elle est sortie parallèle. Il y a plusieurs sorties, plusieurs récepteurs, plusieurs fils qu'on va récupérer directement. Donc, ici, on peut remarquer ici pour le codeur, le disque optique ici, ou bien le disque codé, il contient plusieurs pistes. Pour chaque piste, il va y avoir un émetteur de lumière et un récepteur de lumière. Les codeurs absolus sont utilisés pour le contrôle toujours de positionnement, déplacement, vitesse d'un mobile. Le disque de codeur comporte plusieurs pistes. Plusieurs pistes, ça veut dire plusieurs récepteurs. C'est la récupération en parallèle. Plusieurs fils en sortie. Chaque piste est alternativement opaque et transparente, toujours, et possède son propre système de lecture, émetteur de lumière et récepteur de lumière. À chaque position angulaire de l'axe, de codeur correspond à un nombre binaire, généralement représenté en code binaire Gray pour éviter des aléas, des perturbations fonctionnelles. On peut utiliser aussi le code binaire naturel, mais il va y avoir des perturbations. On préfère utiliser le code Gray et par la suite transcoder le code Gray vers le code binaire naturel. Donc ici, vous remarquez un autre disque optique qui contient, je vais compter le nombre de pistes, 1, 2, 3, 4. Il contient 4 pistes. Donc avec 4 pistes, l'information qu'on va récupérer sera écrite sur 4 bits, la longueur de l'information, le code sur 4 bits. Vous pouvez remarquer ici le code donc 000, 100, 1, 1, 0, 0, un seul bit qui change, c'est la caractéristique de code Gray. D'un code vers un autre code, un seul bit qui change jusqu'à ce qu'on termine le tour. Chaque piste correspond à un bit de nombre binaire. Bien sûr, lorsque je dis chaque piste, pour chaque piste, il va y avoir un émetteur de lumière et un récepteur de lumière. Et chaque piste va fournir un bit de nombre binaire. Par exemple, ici, on a 4 pistes. L'information sera écrite sur 4 bits. Pour n pistes, la résolution R du codeur sera égale la quantité de nombres qu'on va récupérer sur un tour. Par exemple, ici, la quantité de nombres avec 4 bits, c'est-à-dire 2 à la puissance 4, 16 nombres. Vous pouvez compter ici, on va retrouver 16 nombres. D'accord? Donc, pour un nombre n de pistes, la résolution qu'on va récupérer, ou bien la quantité de nombres qu'on va récupérer sur un tour, ça va être égal à 2 à la puissance n mots binaires, ou bien 2 à la puissance n codes binaires par tour. On peut calculer aussi la précision qui va être le contour 360 degrés sur 2 à la puissance n. Si on a une règle, c'est-à-dire le codeur et les rectilignes, ça va être la longueur de codeur divisé par 2 à la puissance n. Pour les capteurs analogiques, on peut trouver plusieurs types. Je vais vous donner quelques exemples. Capteurs de température. Pour les capteurs de température, on peut trouver les thermocouples et les thermistances. Les thermocouples, ce sont les capteurs qui captent la température et fournissent à la sortie
Ils fournissent à la sortie une tension. Par contre, pour les thermistances, elles captent la température et l'image, ça va être une résistance. Donc, qu'est-ce qu'un thermocouple? Le thermocouple, ce n'est que la jonction entre deux conducteurs de métal différents. Donc, lorsque deux conducteurs de métaux différents sont connectés ensemble en deux points et que ces jonctions sont à des températures différentes. Par exemple, ici, on a utilisé le métal A avec le métal B et on a réalisé une soudure froide, c'est-à-dire la température de référence froide. Ici, une autre jonction entre le métal C et le métal B, soudure chaude. Donc ici, c'est la jonction qui va capter la température de liquide qu'on désire, par exemple, qui va capter la température. Donc si, lorsqu'il y a une différence de température entre la jonction froide et la jonction chaude, il va y avoir apparition d'une force électromotrice, une tension, une différence de potentiel entre le métal A et le métal C. D'accord? Image de quoi? Image de la différence de la température. Lorsque deux conducteurs de métaux différents sont connectés ensemble en deux points et que ces jonctions sont à des températures différentes, une très faible tension apparaît. Cette tension est fonction de la température de la jonction, de type des métaux qui composent les fils de thermocouple. Elle possède une bonne linéarité. On va prendre quelques caractéristiques de thermocouple. Il y a plusieurs types. Par exemple, le type G utilise le fer avec le cuivre nickel. La FEM en millivolts par degré Celsius. Pour chaque degré Celsius, ça va être 0,051 millivolts. L'étendue de mesure, la valeur minimale, moins de 100 degrés Celsius jusqu'à la valeur maximale, 1200. Par exemple, pour le type S, platine, rhodium et platine, 0,0055 millivolts par degré Celsius. L'étendue de mesure, moins 50 jusqu'à 1760. Donc, selon votre cahier de charge, selon votre utilisation, selon les conditions de votre charge, vous allez choisir un thermocouple parmi d'autres. On va essayer de voir aussi une autre caractéristique, c'est-à-dire les courbes des thermocouples. Ici, vous pouvez remarquer qu'on a représenté la variation de la tension qu'on va récupérer à la sortie du capteur en fonction de la température en degrés Celsius. Donc, l'axe horizontal, c'est la température en degrés Celsius, c'est l'entrée de notre capteur. Et l'axe vertical, c'est la sortie du capteur, tension en millivolts. Vous avez ici plusieurs types de capteurs selon l'alliage qu'on va utiliser, selon le métal qu'on va utiliser. Je vais prendre par exemple le type K, le nickel chrome, le nickel aluminium, avec le coefficient ici, ou bien la FM 0,039 millivolts pour chaque degré Celsius. L'étendue de mesure, moins de 170 jusqu'à 1370. Je peux prendre par exemple, pour la température 750, je projette sur la courbe, d'accord? Et je projette sur l'axe vertical, je trouve 30 millivolts. C'est-à-dire pour 750, l'image, c'est 30 millivolts. On peut calculer la pente de cette courbe, donc je peux prendre deux valeurs, température, et l'image de ces températures, calculer la variation. Ça va me donner la sensibilité. Donc je vais prendre par exemple 750 et 1000. Pour 1000, l'image, c'est 40 et pour 750, l'image, c'était 30. Donc la sensibilité, ça va être égal à 40 moins 30 sur 1000 moins 750 et je peux calculer la pente de la courbe, c'est-à-dire c'est la sensibilité. Vous pouvez remarquer pour les courbes ici, elles passent par l'origine. Capteur de température toujours, mais cette fois, on va prendre un autre exemple, les thermistances. Une thermistance est un composant dont la résistance varie en fonction de la température. Donc, c'est un capteur, elle capte la température et donne à la sortie une résistance. Comme exemple, on va prendre la sonde en platine. Le métal utilisé, c'est le platine. La sonde utilisée, c'est le PT100. Voilà, ici. En première approximation, la relation entre résistance et température est la suivante. RT
égale à R0, facteur de 1 plus alpha T. Le principe qu'on a utilisé ici, c'est que la température ou bien la résistivité d'un métal change avec la température. Avec RT, c'est la résistance de la sonde à la température T qu'on mesure. R0 égale à 100 ohms, bien sûr pour la sonde PT100, égale à 100 ohms, c'est la résistance de la sonde à 0 degré Celsius. Alpha, c'est un coefficient de température en degrés Celsius moins 1, selon le type de métal qu'on va utiliser. Les CTN et les CTP, ce sont aussi des thermistances, mais cette fois à semi-conducteurs. Semi-conducteur qui se comporte comme un isolant en faible température et devient un conducteur lorsque la température augmente. Donc, ce sont des thermistances dont la principale caractéristique est changer fortement de résistance lorsque la température varie. Symbole d'une CTN et d'une CTP. C'est le symbole d'une résistance, le sigle qu'on a utilisé pour dire qu'il est variable en fonction de la température. CTN à coefficient négatif, CTP à coefficient positif. Les CTN, coefficient température négative, sont des thermistances dont la résistance diminue de façon uniforme avec la température. Lorsque la température augmente, la résistance, elle va diminuer. Leur dimension, elle est très petite. Modélisation de la forme. R à la température T égale à R0 exponentielle de B facteur de 1 sur T moins 1 sur T0. Ici, on travaille avec la température en degrés Kelvin. R0, c'est la résistance pour T0 qui est égal à 25 degrés Celsius, qui est égal à 25 plus 273 en degrés Kelvin. Les CTP, par contre, elles ont un coefficient de température positif. Ce sont des thermistances dont la résistance augmente fortement avec la température. C'est-à-dire, lorsque la température augmente, la valeur de la résistance, elle va augmenter. Mais elles sont limitées au niveau d'utilisation puisqu'ils ne sont utilisés que dans une plage entre 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius. Ici, vous avez l'image de quelques CTP. Capteur de position de déplacement. Capteur analogique toujours. Un exemple de capteur analogique. Les potentiométriques les plus utilisés. Donc, pour mesurer la position ou le déplacement analogique d'un objet, il suffit de le relier mécaniquement au curseur d'un potentiomètre. Donc, qu'est-ce qu'un potentiomètre? Un potentiomètre, c'est une résistance variable. Elle a 3 bornes. La borne A, entre la borne A et la borne B, on a la totalité de la résistance fixe, mais au milieu, on a un curseur. Le curseur, il est variable. On peut l'ajuster, on peut le déplacer. On peut le déplacer de position 0 jusqu'à position 1, jusqu'à la position max. D'accord? Donc, il suffit que le mobile soit relié au curseur. Et bien sûr, lorsque le mobile se déplace, le curseur, il va se déplacer aussi. Il va se déplacer. On peut récupérer une résistance variable. Donc, je peux représenter le potentiomètre par ce schéma. La partie variable entre le point B et le curseur, le point C ici, cette partie qu'on va nommer X égale R, avec X c'est la position du curseur, la position qui varie de 0 jusqu'à 1. La partie qui reste en haut entre le point A et le point C, ce n'est que R, la résistance totale, moins XR. Ça va donner 1 moins X facteur de R. Voilà, donc ici le curseur se déplace, le mobile déplace le curseur. La résistance va varier selon la variation de X. Qu'est-ce qu'on va récupérer lorsqu'on va alimenter le potentiomètre? On va obtenir une tension aussi variable. En appliquant une tension continue U entre les extrémités A et B du potentiomètre, la tension U en sortie aura l'expression suivante. Donc on peut appliquer le diviseur de tension à ce niveau-là. U qui sera égal à E multiplié par XR divisé sur la somme des résistances, c'est-à-dire R. Voilà, donc on récupère cette tension. On peut simplifier par R et qu'est-ce qu'on obtient? E fois X. E, c'est une constante, c'est la tension d'alimentation et le X, elle est variable de 0 jusqu'à
jusqu'à 1. Donc, pour une variation du curseur, le mobile se déplace et déplace le curseur. On récupère à la sortie une tension variable, proportionnelle au déplacement. C'est ce qu'on cherche toujours pour les capteurs. Bon, pour les potentiomètres, on peut trouver les potentiomètres rectilignes et aussi on peut trouver les potentiomètres rotatifs. Rotatifs, ils vont récupérer un angle. Le déplacement, ça va être une rotation. Un autre exemple de capteur analogique, capteur à jauge d'extensométrie. Les jauges d'extensométrie, dites aussi jauges de contrainte, permettent de déterminer les efforts dans les matériaux. Elles sont à l'origine de toutes sortes de capteurs de force, de couple, de pression. Donc on les utilise pour capter des forces par exemple. Principe, la résistance d'un conducteur est donnée par la relation R est égal à ρ fois L sur S, avec ρ c'est la résistivité de métal utilisée en mètres, L c'est la longueur de fil en mètres, S c'est la section de fil en mètres carrés. La déformation du conducteur, jauge, c'est-à-dire le capteur, modifie la longueur L entraînant une variation de la résistance R. On va garder le même métal, on va garder la même section, mais qu'est-ce qu'on va modifier? La longueur. Donc la force qu'on va exercer sur la jauge va modifier la longueur, modifiant la résistance. Et comme ça, on obtient l'image de la force en fonction de la résistance. La relation générale pour les jauges est delta R sur R qui est égal à une constante K delta L sur L. Donc pour chaque variation delta L, il va y avoir une variation delta R. K, c'est le facteur de jauge selon la matière qu'on va utiliser, selon le conducteur. Donc je vais vous donner ici exemple, jauge d'extensométrie au repos, d'accord? On a ici le fil conducteur, la piste résistive, le fil conducteur, collé sur un support en résine et le tout collé sur le corps déformable, bien le corps qui va subir la force. Au repos, la longueur résistive égale à L. On peut mesurer la résistance qui correspond à L. On va trouver une résistance R0. On va prendre maintenant un deuxième schéma lorsque la jauge d'extensométrie subit un étirement, une force F. Qu'est-ce qu'on remarque? La longueur se trouve modifiée. La longueur maintenant de l'élément résistif égale à L plus delta L. Pour la mesure de la résistance, qu'est-ce qu'on récupère? R0 qui correspond à L plus delta R qui correspond à delta L. Donc remarque, dans le cas d'une contraction, la résistance de la jauge serait R0 moins delta R, c'est-à-dire dans le sens inverse. Il va y avoir diminution de la longueur, mais principe diminution de la résistance. Donc le capteur ici, jauge, c'est un capteur passif. Il capte la force et l'image, c'est une résistance. Automatiquement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'alimenter. Et souvent, le conditionnement qu'on utilise avec les jauges, c'est le pont de Wheatstone. J'ai terminé le petit résumé. J'espère que c'était clair et j'espère que ça va vous aider un petit peu. Et je vous souhaite bonne chance. Et à bientôt.